Alors, est-ce que l'endettement des agriculteurs est excessif? C'est la question à laquelle nous allons répondre ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon à l'agriculture. Alors, j'ai des spécialistes. Jean-Marie Cicéroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste, vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle L'agriculture française, une diva à réveiller, avec un point d'interrogation. À vos côtés, Anaël Bibard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement chez Serre France dans l'Isère, c'est bien ça? Exactement. Et juste en face, Laurent Bernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous avez aussi une ETA et puis vous êtes cofondateur de WeFarmUp. Donc voilà, exactement, c'est ça. Et WeFarmUp, c'est quoi? C'est un site de partage de machines agricoles entre agriculteurs. D'accord, il faut parler bien près donc du micro. Alors, on parle beaucoup de la crise. Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que la crise agricole touche tout le monde ou pas? Jean-Marie Cicéroni. Alors, la crise, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'on soit dans une phase basse des prix, ça touche tout le monde. Par contre, les conséquences sont différentes d'une entreprise à l'autre en fonction de sa propre compétitivité d'un côté et de sa propre situation financière. Mais en même temps, on a affaire à une très grande diversité d'exploitations dans une même production et dans une même région. Et on a ce paradoxe qu'on est en crise dans ce que l'on entend, dans ce que les gens disent, dans les manifestations depuis un peu plus d'un an. Et les résultats prévisionnels sortis par le ministère de l'Agriculture pour 2015 sont bons. Ça montre bien qu'on a une situation extrêmement hétérogène. C'est une des difficultés pour s'en sortir de cette crise qui est à la fois objective et fortement psychologique au sens d'une crise de sens, d'une crise de reconnaissance. Il y a les deux dimensions conjointes. Vous constatez qu'il y a une grande variabilité de revenus entre les exploitations? Il y a une grande variabilité d'une année à l'autre, puisque maintenant que les marchés ne sont plus régulés par la puissance publique, les prix varient. Donc ça donne des variations de revenus. Mais si on regarde sur les 10 dernières années depuis les 9 dernières années depuis 2007, globalement, les revenus sont meilleurs que sur la période précédente. Et en même temps, il y a une grande variabilité d'un exploitant à l'autre dans un même contexte, dans une même région. C'est des questions de compétitivité et de performance. Laurent Bernet, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que chaque cas est différent. Parlez bien près du micro. Pardon, chaque cas est différent et c'est vrai que les revenus derrière, vu qu'ils fluctuent énormément, obligatoirement, les charges, elles, restent fixes. Et je pense que le principal problème, c'est sûrement celui-là. C'est qu'on a la majorité de nos charges qui ne fluctuent pas, voire qui augmentent dû à l'inflation. Et il est clair, quand on a un revenu, et moi je suis plutôt céréalier ou producteur de semences, quand on a le quintal de blé, la tonne de blé, pardon, qui passe en dessous 130 € tonne, mais inévitablement, ça fait l'effet ciseau par rapport aux charges, c'est-à-dire que je perds de l'argent, quoi. Et c'est à ce moment-là où je ne suis pas en mesure de pouvoir réduire la voilure. C'est-à-dire que mes charges restent constantes et inévitablement, j'ai mes revenus qui passent en dessous le seuil de rentabilité. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une crise de prix, mais une crise de charge aussi. Voilà, il y a au moins autant une crise de charge qu'une crise de prix. Et il y a globalement une crise d'adaptation à un nouveau contexte qu'il faut accepter et sur lequel il faut ensuite voir comment on s'adapte. Mais il faut d'abord le regarder tel qu'il est. C'est un contexte de variabilité. Et en variabilité, on ne gère pas comme dans une période de stabilité. Et il faut profiter des années fastes pour faire des réserves. Puis c'est vrai, je regarde mon cas personnel, c'est vrai qu'on est souvent en surconfiguration aussi en termes de charges. Et on discute tout à l'heure encore avec des conseils en centre de gestion qui nous disaient, mais c'est vrai que les agriculteurs sont équipés pour faire 10 années sur... pour 2 années exceptionnelles, pour couvrir justement 2 années exceptionnelles sur 10. Donc il y en a 8 où en fait le niveau d'équipement pourrait être beaucoup plus bas et en fait on s'en sentirait beaucoup plus facilement, quoi. Anaël Bibard. Il est vrai qu'on a une très forte hétérogénéité dans nos structures. Dans les structures, on constate des endettements qui progressent. Par contre, lorsqu'on regarde ces endettements, vu que on se posait la question de est-ce que l'endettement est une cause de la crise actuelle, ce qu'on observe, c'est que cet endettement, les structures qui sont endettées de 40 à 60%, finalement s'en sortent la plupart du temps bien mieux que celles qui sont endettées de 0 à 40%. Donc quand on regarde les statistiques d'une manière très froide, certes les charges sont un problème, l'endettement est un problème, mais il est surtout un problème quand on a mal raisonné ses investissements. Donc la question principale, c'est pourquoi on investit, et souvent là on trouve des causes et des problèmes beaucoup plus graves. Lesquels? Alors déjà un suréquipement pour passer 10 années sur 10, c'est la question qu'on se posait ou qu'on entendait, c'est je me suis équipé avec du matériel très pointu,
j'ai une fenêtre de tir de 30 jours pour semer, et finalement, je peux faire ça en 3 jours. Et je ne partage pas mon matériel, ni en CUMA, ni sur des plateformes collaboratives. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je dirais, c'est que je n'ai pas raisonné en termes de stratégie globale. J'ai raisonné en termes émotion. Ce matériel, j'en avais besoin, mais j'ai choisi en termes du plus-mieux, quoi, pour produire, alors que j'aurais dû raisonner en disant, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile pour ma santé, pour moi, pour gagner du temps ? Est-ce que c'est rentable ? Et un troisième tamis, est-ce que je peux me le payer ? Est-ce que j'ai la capacité de me le payer ? Et si j'ai pas au moins 2 de ces 3 tamis, c'est des investissements qu'on ne doit pas réaliser. Et quand j'en discute avec les adhérents qu'on conseille, souvent on en remplit 1, parfois 2, mais jamais les 3, et on n'a jamais abordé les 3 angles à la fois. Jean-Marie Serroni. Alors quand les gens vivent une difficulté et se sentent en crise, c'est en général parce qu'il y a un problème de trésorerie. Ils ont un problème de trésorerie. Or, ce dont il faut avoir vraiment conscience, c'est qu'un problème de trésorerie n'est jamais une cause. Enfin, c'est la cause instantanée du fait que ça ne va pas. Mais c'est toujours la conséquence. C'est jamais une cause en soi. Et c'est la conséquence de 2 choses. De ce que tu disais, c'est-à-dire que je n'ai pas été assez financé quand j'ai investi. Et notamment, je n'ai pas financé mon besoin en fonds de roulement. Je n'ai pas financé mon besoin de trésorerie. Et la deuxième raison, c'est je n'ai pas assez de rentabilité. Mon exploitation n'est pas assez rentable. Mais la trésorerie n'est jamais une origine. C'est toujours une conséquence. Moi, je pense qu'une entreprise bien gérée doit être endettée. En effet, il y a un seuil où ça devient asphyxiant, mais l'endettement doit être, d'autre côté, il doit y avoir les vases communicants, il doit y avoir de la trésorerie. Et souvent, ce que je note, moi, chez beaucoup d'agriculteurs, c'est que le curseur de l'endettement est souvent très élevé et le curseur de la trésorerie est plutôt faible. Et c'est là où on manque de flexibilité, de gestion. Et c'est là où, de suite, dès qu'il y a un incident de marché ou un incident globalement exogène, c'est là où la structure agricole est de suite en difficulté. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, les prix ne sont plus stables, donc on ne peut pas gérer comme on gérait avant, forcément. C'est pour ça que la notion de trésorerie est essentielle et que quand les années sont favorables, et on en a connu il n'y a pas longtemps, des années favorables, il faut pouvoir constituer des réserves de trésorerie parce qu'on sait que peu de temps après, il y aura des années difficiles. C'est le principe de la variabilité. Et donc, il ne faut pas, quand j'ai des disponibilités, forcément les immobiliser en investissant. D'une part, et d'autre part, il faut absolument changer la fiscalité pour que la fiscalité soit incitative à constituer des réserves de trésorerie, ce qui n'est pas le cas. Et non seulement aujourd'hui, elle n'est pas incitative, et elle est quasiment dissuasive. C'est-à-dire qu'elle est plutôt incitative à investir. Et la question de l'endettement, il faut se poser la question de l'endettement, mais il faut surtout se poser la question de la nature des investissements. Est-ce que j'ai intérêt à investir ou est-ce que j'ai intérêt à louer ? Est-ce que l'investissement est juste rentable ? Et puis ce que je pense, c'est que même il faut qu'on arrive à déconfigurer un certain nombre d'exploitations en termes d'équipement. C'est-à-dire il y a certains équipements qui sont tellement utilisés de manière très occasionnelle qu'à la limite, peut-être qu'il faut mieux constituer de la trésorerie en les vendant tout simplement. C'est le pari que j'ai fait, moi, du moins à WeFarmUp, où je pense que la communauté agricole peut subvenir à des utilisations vraiment très particulières, les 2 années qu'on citait tout à l'heure, et auquel cas je peux me démunir de certains nombres de matériel. Alors, on en parle souvent de WeFarmUp, c'est quoi ? Alors WeFarmUp, c'est un site qui permet de pouvoir partager des machines agricoles. Donc on est sur un prolongement de l'entraide agricole telle qu'on la connaît depuis la nuit des temps. Jusqu'à maintenant, c'est mon voisin de terre qui avait la solution peut-être pour m'accompagner ou pour pouvoir répondre à mon besoin ponctuel, la machine agricole. Là, on est sur la notion de voisin numérique. C'est quelqu'un qui est 5-10 km un peu plus loin et que je ne connais pas et qui peut avoir une réponse machine à mon problème. Et donc, qui me permet justement de pouvoir déconfigurer mon exploitation en termes de configuration machine pour pouvoir peut-être trouver la machine juste quand j'en ai besoin à 10 km. C'est différent des CUMA. On est sur juste un prolongement des CUMA, hein. Donc on est sur un rayon d'action qui est un peu plus important. Et puis il y a la notion de pouvoir choisir le matériel qu'on veut, où on veut, quand on veut, quoi. Et puis c'est la location aussi, c'est quand même différent. C'est de la location, c'est la CUMA, c'est un investissement. Ouais. Oui. Après, on avait parlé de la question de la fiscalité. Donc il y a des notions d'impôt sur les sociétés qui sont à travailler, l'IS agricole, mais aussi les outils actuels qui évoluent très fréquemment. On parle souvent de dotation pour investissement, dotation pour aléas. Elles ont beaucoup évolué dans les dernières années. Aujourd'hui, elles sont encore très très peu utilisées, notamment cette dotation pour aléas. Chaque fois qu'on en parle à nos exploitants, ça n'est pas encore un outil de gestion qui est approprié. Ça n'est pas un outil qui est pratique, qui est flexible, qui est agile. Ce qu'on aimerait amener, ce vers quoi on aimerait amener nos entreprises.
Et vraiment, il y a un travail à faire pour les outils de fiscalité pour gérer la trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, c'est plutôt on investit et là, on va gérer la fiscalité. Ce qui est parfois une des causes des investissements. Mais on marche sur la tête. Globalement, on voit la fiscalité incite à acheter. Vous l'avez dit, même au-delà de la rationalité, c'est Bercy qui pousse au crime. Alors, c'est Bercy qui pousse au crime, oui, on peut le dire comme ça. C'est surtout qu'en matière agricole, les agriculteurs, on mélange, pour la plupart d'entre eux, on mélange la fiscalité du particulier et la fiscalité de l'entreprise. Un agriculteur qui gagne 100, s'il prélève 50 pour le ménage et qu'il laisse 50 dans l'entreprise, en trésorerie, sur sa feuille d'impôt, de déclaration d'impôt sur le revenu, il met 100, il met ce qu'il a laissé dans l'entreprise. Donc ça peut pas durer, il faut changer ça. Et d'autre part, quand il y a des années favorables, il faudrait que les agriculteurs puissent de manière très simple passer des provisions, c'est-à-dire en gros reporter une partie du revenu pour l'année qui sera difficile, mais en même temps gardant la trésorerie. C'est l'inverse de ce qu'on a vu avec la loi Macron pour le suramortissement. Mais c'est terrible cette loi Macron, puisque justement on a incité encore plus, alors que le secteur est en difficulté, à investir. C'est plutôt un effet d'aubaine et d'opportunité qu'un réel raisonnement stratégique. Un raisonnement stratégique serait plus de se tourner vers des plateformes de location de matériel et de réflexion sur un parc matériel en commun, une intelligence collective, qu'un suréquipement. Oui. Et la loi Macron, elle aide ceux qui gagnent suffisamment pour payer les impôts, donc pas ceux qui sont en difficulté. Voilà, alors ça c'est aussi vrai pour l'allègement de MSA, enfin la baisse des charges sociales. La fameuse mesure de la semaine dernière. Voilà, qui sera à peu près 2500 € en moyenne par exploitation, donc ça ne va pas changer grand-chose pour celles qui sont en difficulté, même si ça va, c'est quand même intéressant sur la compétitivité, mais c'est quand même marginal. Et la question de compétitivité que l'on a n'est pas, c'est un élément très, très partiel dans cette question-là. L'autre élément, je crois qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde de variabilité, il faut donner priorité, bien sûr, à l'humain et à l'économique, et raisonner moins patrimoine. Or, aujourd'hui, on a une grosse part du revenu des agriculteurs qui part dans le foncier. Et on sait aujourd'hui que, compte tenu de ce contexte de variabilité, il faut garder davantage de précautions d'un côté, et que d'autre part, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile qu'avant de trouver des investisseurs extérieurs pour immobiliser dans le foncier. Et donc j'ai tout intérêt, dans une vision d'entrepreneur, à ne pas, notamment en début de carrière, immobiliser mes marges de manœuvre financières dans le foncier. J'aurai tout le loisir de le faire au bout de 10 ou 15 ans, quand mon affaire sera partie, et que je voudrais constituer un peu de patrimoine. Mais je sépare bien l'économique et le patrimonial. Et ça, c'est une grosse révolution culturelle à faire. J'ai juste une question, c'est pas une affirmation, mais tout à l'heure, M. Bibard a parlé de l'impôt sur les sociétés, et je trouve que cet élément-là, cette mode d'imposition-là, permet justement de pouvoir différencier la partie revenu pour l'exploitant du parti de revenu de l'entreprise. Or, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qui est très très peu utilisé dans le monde agricole. Alors que je trouve que c'est sûrement un mode d'imposition qui peut être intéressant. Alors je pense qu'il y a encore un lien avec certains mécanismes, on parlait de DPI, DPA, dotation pour investissement, voilà, notamment. Certains mécanismes fiscaux qui sont encore très pratiqués et qui ont encore du sens ou pas, en parlant de la dotation pour aléa, mais l'IS n'est pas compatible avec ces mécanismes qui pourtant ont un sens en agriculture. C'est-à-dire que la dotation pour investissement est là pour compenser les manques de l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur les sociétés agricoles, il reste encore à écrire, alors que l'impôt sur les sociétés actuelles n'est pas pensé pour l'agriculture et sa cyclicité de production climatique et le reste. Et je crois me souvenir que sur la question de la fiscalité, le réseau Serre France avait fait il y a 3 ou 4 ans des propositions très novatrices là-dessus, et en même temps très simples, dans le sens de ce que dit Laurent, c'est que imposer les exploitations agricoles à l'impôt sur les sociétés, en fait, c'est une décision politique, mais qui est très simple à prendre. Il suffirait de dire, on peut calculer un revenu agricole et l'imposer selon l'impôt sur les sociétés. Il n'y a que ça à changer, parce que la loi dit que l'impôt sur les sociétés ne doit se faire que sur un revenu calculé selon les règles du bénéfice industriel et commercial. Il suffirait de changer ça pour bénéficier des particularités cycliques à l'agriculture. Et le deuxième élément, et ça figurait dans les propositions du président de la République en 2012, de mettre un impôt réduit à 15% pour les petites entreprises agricoles ou non agricoles. Et c'est relativement simple pour le monde agricole. J'en reviens aux mesures
on va dire à côté de la plaque, la mesure justement qui pousse à l'amortissement à 140%, Macron, ou l'allègement des charges donc, qui a été adopté par le gouvernement et Stéphane Le Foll, qui ne tombe pas sur les exploitations en difficulté, mais les exploitations qui payent des impôts. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas en difficulté. Comment on arrive à de telles aberrations? C'est de la médiocrité, c'est une erreur, c'est une volonté? Alors, sur la loi Macron, c'est une question, enfin, me semble-t-il, hein, c'est une question quelque part, un souci d'égalité ou d'équité réelle ou supposée. C'est-à-dire que la loi Macron n'a pas été faite pour l'agriculture. Elle a été faite pour soutenir l'investissement, relancer l'investissement productif dans l'industrie, dans l'appareil productif, où il y a besoin. Et le monde agricole a dit, mais pourquoi pas nous? Voilà. Or, il y a quelques besoins d'investissement en agriculture, mais il y a aussi beaucoup de surinvestissement. Donc c'est une question d'extension. Après, sur la question de la MSA, bon, c'était une demande de la profession, motivée par le fait qu'il y a un décalage par rapport à certains de nos concurrents dans le coût du travail. Donc ça s'applique forcément à toutes les exploitations. Pour que ça s'applique uniquement aux exploitations en difficulté, il n'aurait pas fallu baisser les taux, mais mettre une compensation, ce qui était beaucoup plus compliqué. Mais l'autre élément qui fait qu'on a un coût du travail élevé en agriculture par rapport à nos concurrents, c'est que ramené à l'heure de travail, on produit moins qu'eux. Ouais. Donc ça a un effet levier énorme, ça. Annelle Bibard, alors les exploitations sont trop endettées? Alors aujourd'hui, on a quand même, quand on regarde l'hétérogénéité, oui, on a une part d'exploitation qui est trop endettée. On a des exploitations, tout un groupe qui dépasse les 80% d'endettement. Là, on se retrouve forcément en seuil de stress financier. Quand on fait des maths financières, on observe toujours que le coût du capital, c'est-à-dire combien me coûte l'argent, plus on est endetté, moins l'argent me coûte cher, jusqu'à un certain seuil. Et dès qu'on passe ce seuil-là, mais ça représente aujourd'hui plutôt 25-30% dans ce qu'on observe. Et l'idée d'un Airbnb du matériel, cette capacité à pouvoir louer entre agriculteurs, bonne ou pas bonne solution? Pour moi, clairement, bonne solution. Il existe aussi d'autres systèmes. Il y a l'ECUMA, il y a l'ETA qui, à la base, est un système de partage du matériel, mais avec chauffeur. Il y a l'ACUMA, il y a WeFarmUp. Il existe peut-être d'autres systèmes comme l'entraide, mais numérisé avec WeFarmUp. Donc oui, c'est forcément un bon système. Tout dernier mot, on arrive au terme de cette émission. WeFarmUp, on vous retrouve où alors? Sur quel site? Alors sur le site wefarmup.com, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Merci. Merci.